Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le conseil en investissement goal-based, une nouvelle manière de penser la gestion de patrimoine. Guillaume Pillard, CEO et fondateur de Nalo à Paris. L'approche du goal-based, c'est une approche de designer, c'est une approche de user experience, c'est une approche comportementale et je suis sûr qu'on va en parler. On prend les mêmes concepts fondamentalement, le risque rendement, sauf qu'on les présente complètement différemment au client. On fait parler le client de sa vie, son âge, ses revenus, s'il a des enfants, s'il possède son logement. Et tous ces éléments-là vont venir calibrer une capacité de prise de risque. Guillaume nous raconte la révélation qu'il a eue en découvrant Betterment et Wealthfront, deux solutions RoboAdvisor développées aux États-Unis, et comment cette véritable épiphanie a résonné dans son esprit. Rentré en Europe, Guillaume a lancé Nalo. Au cours de cet épisode, vous allez découvrir ce que propose cette start-up, des allocations de portefeuille en passant par l'expérience utilisateur, les enveloppes fiscales, les partenaires ou encore la gestion SRI. Nous revenons aussi sur les investisseurs de Nalo, ses équipes et les développements à attendre, notamment l'offre de nouveaux services. C'est une approche de la gestion de patrimoine centrée sur les buts des clients qui se rend accessible que nous découvrons. Vous aurez de nombreux éléments de réponse quant aux besoins actuels des clients en matière de gestion de patrimoine. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Bonjour. Je te remercie de venir nous parler de Nalo. Enchantée de pouvoir nous tourner pendant une demi-heure sur le métier dont je viens, à savoir le placement et la gestion de fortune. Donc un grand merci. Écoute, merci Solène de m'accueillir, c'est super sympa. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, brièvement repasser sur ton passé de banquier, nous expliquer un petit peu ce qui t'a mené vers Nalo ? Oui, alors je vais faire sortir ce qui, pour moi, sont des points un peu saillants pour justement Nalo. Moi, je suis physicien à la base. J'ai toujours aimé les sciences. Quand j'étais gosse, j'étais toujours dans le jardin à observer les insectes et je me suis passionné pour la physique. Donc moi, j'ai fait de la mécanique quantique en études, etc. Alors, j'ai pas été professionnel, scientifique professionnel dans un labo. Moi, j'étais chopé sur le campus par des banques et j'ai fait toute ma carrière, ma première carrière à Londres, en salle de marché, avec des métiers assez variés, des métiers très, très techniques, quasiment du quant, comme on dit, où je fabriquais des produits d'investissement. Et j'ai eu des rôles aussi plus marketing ou commerciaux ou sales. Je suis passé par une phase d'expertise réglementaire. Après 2008, il y a eu la crise évidemment des subprimes. Toutes les banques étaient en panique et j'utilisais mon savoir-faire pour aider les banques européennes à gérer leur bilan, tous les problèmes de crédit hypothécaire qu'il y avait sur le bilan. Voilà, donc pas mal de casquettes différentes. Au bout de 10 ans, j'avoue que je comprenais plus très bien à quoi je servais. Enfin, faut se dire que j'étais jeune à l'époque et on passait d'un métier très plébiscité à Londres à ennemi public numéro 1 post-2008. Et moi, je comprenais pas très bien pourquoi. Je comprenais pas ce que j'avais fait de mal. Ouais. Et j'étais un peu blessé. J'ai travaillé chez Lehman. Donc moi, j'ai fait la faillite de Lehman. Je pense que j'ai été un peu essoufflé. Donc, j'ai cherché à faire autre chose. J'ai fait un MBA aux US pour essayer de me ressourcer. Je m'étais destiné à faire du conseil en stratégie et je me suis rapidement rendu compte que faire des PowerPoint, c'était pas pour moi. Moi, j'aime bien construire les choses. Et en fait, j'étais déjà entrepreneur quand j'étais banquier puisque j'avais beaucoup de latitude et on faisait beaucoup d'innovation. Et donc, c'était le mot à la mode, c'est l'intrapreneuriat. Mais donc, j'avais déjà cette fibre sans le savoir. Et Nalo est venu de mon MBA, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, le monde de la fintech avait un peu d'avance sur l'Europe. J'ai découvert des services, notamment ce qu'on appelle les robo-advisors, donc des services qui automatisent la gestion de son épargne. Et moi, ça a été une révélation. Pendant 2 jours, j'en ai pas dormi parce que j'ai cherché ce type de service pendant 10 ans, en fait, depuis que je bossais. Moi, j'ai adoré mon job. L'épargne s'entassait dans mon compte bancaire. J'ai fait toutes les erreurs du débutant parce que, encore une fois, j'étais physicien à la base. Donc, moi, la finance, je l'ai appris sur le tas. Et voyant ces services-là, je me dis, mais en fait, c'est exactement ce que moi, j'avais fini par bricoler dans une feuille Excel pour mon épargne, mais élevé au niveau d'une boîte. Donc, j'ai orienté mon MBA sur le sujet de l'entrepreneuriat, sur la fintech. Et je suis rentré en France en 2015 pour lancer cette aventure. Et quand tu parlais des RoboAdvisor, donc c'est quoi ? C'est Wealthfront et Betterment, ce type d'outils-là ?
Ah bah ouais, et en fait exactement, j'ai un copain de promo qui m'a montré le site de Betterment et je m'en souviens, enfin, j'ai trouvé ça tellement dingue que pendant 2 jours non-stop, j'ai décortiqué, mais c'était les deux, hein, Wealthfront aussi, et je te dis, j'avais fini avec un collègue par créer une espèce d'usine à gaz avec du VBA, du C++, tout un tas d'interfaces dans Excel. C'était de la méthode de l'époque en salle de marché, hein, 2004, 2005. La création de produits se faisait dans Excel, quoi, avec des macros, Ouais, etc. tout à C'était fait. la méthodologie de l'époque. Ouais. Et en fait, quand je vois Betterment, je retrouve tout ce que j'avais cherché, en fait. Donc, on te sélectionne les fonds, tu fais un petit parcours client hyper simple où on te dit, bon, ben, voilà, ton projet, c'est ça, ta durée d'investissement, c'est ça, voilà le bon portefeuille, tu cliques oui et c'est fait, quoi. Ouais. Donc là, ça a été la ouais, ça a révélation. été une révélation. Ouais. J'ai absolument adoré. Donc, j'ai suivi dans Twitter de façon complètement obsessive les fondateurs de ces boîtes-là. John Stein est devenu mon héros. Donc, John Stein, le fondateur de Betterment. Et encore aujourd'hui, Dan Egan, qui est le directeur de la finance comportementale chez Betterment. Pour moi, ce gars est une référence absolue, quoi. Ok, donc tu pars de ce besoin qui était du coup ton besoin à toi et tu reviens après ton MBA en Europe et tu te dis je vais lancer Nalo. C'est en gros ça. Ouais. Alors Nalo, ce serait intéressant bien entendu qu'on va en parler, mais qu'avant qu'on en parle, puisque ce qui vous caractérise, c'est votre approche goal-based. Quand j'étais en banque, donc c'était il y a déjà un petit temps, mais on avait une approche vraiment très, on va dire, liée au risque, le couple performance-risque, hein, donc sur les portefeuilles des clients, donc avec une allocation d'actifs proche de la capacité des clients à prendre du risque. La goal-based approach, elle a un angle d'attaque totalement différent. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques minutes ce que c'est et en quoi c'est différent des approches traditionnelles de gestion qu'on connaît, qu'on a tous connues en tout cas dans les banques? Alors, c'est pas totalement délié, c'est proche, hein. Mais effectivement, l'approche, elle est radicalement différente. Si je caricaturais, je dirais que l'ancien monde, c'est un monde de banquiers qui ont fait de la finance, ils ont fait du risque-rendement, ils sont passés par toutes les normes AMF, le KYC, etc. Et donc, on livre aux clients une interface humaine, papier, digital, ce qu'on veut. On entre dans une communication, si tu veux, très bancaire. Et la caricature que je donne souvent, c'est que quand on se connecte à son compte bancaire, on voit mon compte titre, mon livret d'épargne, mon PEA, avec des soldes en face. Ça, c'est une vision très financière de sa vie patrimoniale. Et il n'y a aucun lien avec véritablement sa vie. L'approche du goal-based, c'est une approche de designer. C'est une approche du UX, hein, de user experience. C'est une approche comportementale, et je suis sûr qu'on va en parler. On prend les mêmes concepts fondamentalement, hein, le risque-rendement, sauf qu'on les présente complètement différemment au client. On fait parler le client de sa vie, son âge, ses revenus, s'il a des enfants, s'il possède son logement. Et tous ces éléments-là vont venir calibrer ce qu'on appelle en termes financiers une capacité de prise de risque ou une appétence, ou souvent on dit une aversion au risque. Donc, ce sont les mêmes concepts, simplement on fait parler notre client de choses dont il a conscience et qui sont hyper limpides et simples pour lui. Sa vie, ses projets. Hein, tout le monde sait sait décrire sa situation patrimoniale. Tout le monde sait parler de ses envies, de ses rêves, de ses goals. Hein, préparer ça, mieux vivre en retraite, donc la préparer, préparer l'achat d'un logement, préparer l'avenir de ses enfants, la prépa à l'école plus tard, etc. Tout le monde sait en parler de ça. Et simplement, ce qu'on fait, c'est que derrière, on traduit ça en mathématiques financières. Hein, parce que si j'ai 25 ans et que je veux reprendre ma retraite, je sais que je suis sur un horizon long. Si j'ai 50 ans, cet horizon, il est moins long. Si je veux acheter un appartement, a priori, c'est pas pour dans 20 ans, c'est quelque chose de plutôt court terme. Mettons que j'ai un enfant qui vient de naître et je me dis qu'il faut une chambre de plus. Je vais pouvoir vivre avec mon bébé dans le salon pendant X temps, mais pas 5 ans. Quoi. Oui. Hein, donc, toute cette conversation très terre-à-terre, elle est traduite derrière en paramètres qui vont permettre d'optimiser du risque-rendement. Et donc, ce qui est proposé à la fin au client, ça reste un portefeuille. Simplement, nous, on va dire, OK, vous, pour votre achat immobilier dans 12 mois, il vous faut un portefeuille qui soit plutôt pas trop risqué parce que c'est 12 mois, parce que
vous avez tel âge, parce que vous avez tel niveau de revenu, et donc votre capacité de prise de risque, elle est de X, Y, etc. Donc, tu traduis en fait les besoins concrets des clients dans des portefeuilles modèles. Donc, tu accompagnes, si tu veux, le client dans le choix finalement de la structure de portefeuille qui lui sied le mieux en fonction des objectifs concrets qu'il se fixe. Hein. C'est ça ? Exactement. En fait, ce que je dis souvent, c'est qu'on est le pont invisible entre la vie des gens et la complexité financière. Je pense que ce qui marche très bien chez nous, et humblement, je n'ai rien inventé parce qu'on prend les meilleures idées qu'on voit à gauche et à droite, et notamment justement aux États-Unis, c'est vraiment du design, c'est vraiment de l'UX, c'est comment est-ce qu'on parle à son client. Chez nous, on n'a pas de vendeurs, on a des conseillers. Notre but, c'est pas de vendre du produit. Le vieux monde bancaire, et tu en es issu, donc tu le sais aussi bien que moi, voire mieux, les bonus annuels des banquiers sont tout à fait liés au volume d'affaires qu'ils font, aux produits qu'ils vendent, etc. Donc, la conversation, elle reste très financière dans le monde bancaire. Non, tout à fait. Et nous, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de parler un langage que les gens comprennent, de les accompagner, de les rendre autonomes, d'ailleurs, puisque notre mission est d'automatiser le conseil. Moi, ma vision, c'est que demain, un client, avec son smartphone, dans la poche, c'est pas qu'il a accès à son conseiller en un coup de fil, c'est qu'il devient lui-même, en fait, son conseiller privé, parce qu'il aura compris et on lui aura donné des outils dans un langage qu'il comprend pour piloter son patrimoine. Voilà. Ok, donc ça, c'est vrai que c'est une approche assez novatrice. C'est vrai qu'on, de plus en plus, on voit quand même les banques, en tout cas, proposer également ce type d'approche. Ce qui serait intéressant maintenant que tu nous expliques, c'est comment on passe donc de cette projection du client sur ses projets de vie à un portefeuille. Et justement, derrière, comment vous composez ces portefeuilles, comment vous sélectionnez, de quoi sont faits ces portefeuilles, et que tu nous décrives vraiment de manière très pragmatique, finalement, ce robo-advisor, comment est-ce qu'il fonctionne ? C'est une excellente question, et notamment pour le particulier, quelle que soit sa typologie, qu'il soit en banque privée ou en retail, c'est toujours le même problème. On va d'abord poser des bases. Le client particulier, il n'est pas un professionnel, il n'est pas plugué en continu au marché, c'est pas du trading haute fréquence. Il n'a pas du tout accès au marché de la même façon qu'une banque ou justement les métiers de trading haute fréquence. Ce qui veut dire qu'il sera toujours perdant en fait sur certaines choses. Essayez de battre les marchés, essayez de faire du timing de marché. Et donc, suivre de façon obsessive les infos et penser qu'on va faire des coups en faisant du trading derrière, ça, c'est une perte de temps absolue et une perte d'argent en réalité parce qu'on sera toujours perdant. Donc, il faut faire des choses simples. La priorité pour un particulier, c'est d'être à la chasse aux frais, d'être à la chasse à la fiscalité. Et encore une fois, on en parlera, je pense, mais d'avoir bien conscience de ces biais cognitifs et des erreurs de jugement qu'on va faire justement si on veut commencer à faire du trading comme ça dans les marchés. Donc nous, notre méthode, elle est hyper simple. C'est une version améliorée ou mise à jour de tout un tas de prix Nobel et des modèles qui sont liés, notamment le modèle de Markowitz. Pour faire simple, ce sont des modèles dits passifs, en opposition à la gestion active, qui est de dire, moi, je vais prendre une vue sur Renault ou Peugeot ou ce qu'a fait la Chine sur les taux d'intérêt ou ce qu'a dit Trump le mois dernier. On n'a pas du tout cette approche-là. On se dit simplement que le client a accès à des actifs, des classes d'actifs, des actions, des obligations. On prend ce qui est plus efficace aujourd'hui, c'est-à-dire les ETF, puisque les ETF package, en fait, ils donnent exposition à des indices boursiers, donc à des classes d'actifs comme les actions américaines ou la dette corporate européenne, etc. Ils ont l'avantage d'être extrêmement peu gourmands en frais, puisque ce sont des choses très, très simples aussi, très vanilles, très automatisées. Ça, ce sont nos briques élémentaires. Et quand on fait un panaché pour le client, donc quand on lui fait son portefeuille, par exemple pour sa retraite, on va utiliser une méthodologie dite passive ou de Markowitz, c'est-à-dire qu'on va essayer d'établir la capacité de risque du client et on va aller chercher le portefeuille qui correspond, qui maximise la performance potentielle. D'accord. Donc, pour les curieux qui veulent aller voir ça s'appelle la surface efficiente. Et c'est tout simplement une courbe et c'est une formule mathématique qui est certes un peu sophistiquée, mais qui, dans le monde de la finance, reste basique. Et qui permet, pour un niveau de risque donné, d'aller trouver le portefeuille optimal. Ça me rappelle mes cours de finance. Ça, c'est un exercice assez classique. En réalité, on n'a rien inventé. Ce qu'on a créé, c'est qu'on a packagé tout ça dans une interface qui est extrêmement simple, qui est assez pure, on va dire. On peut faire ça de chez soi, avec un iPad, dans son canapé. C'est
pour le coup, très bien expliqué avec des mots en français très simples. Voilà. Ouais. Donc, quelqu'un qui n'y connaît rien, il ne voit pas tout ça. Les choses sont présentées de façon extrêmement simple aux gens. Donc, c'est dans des actifs traditionnels, des ETF, donc plutôt obligataires et actions, avec des couvertures devises ou des fonds Quanto-Euro, j'imagine, pour réduire le risque de devise. Oui, les actifs de base sont actions obliges et surtout les grands indices de marché, émergents, Asie, Europe, US, etc. Ce qui est action n'est pas hedgé en devise, puisque l'objectif de l'action, c'est de faire de la volatilité, parce que c'est ça qui paye. Risque-rendement. Oui, tout à fait. Pour avoir du rendement, il faut accepter de prendre du risque. On est payé pour ça. On est payé pour la volatilité. Les actifs obligataires, on considère que c'est un petit peu différent. Les actifs obligataires sont là justement pour réduire le risque. Ce sont plutôt des actifs qui payent des coupons, donc qui génèrent un flux financier. Et là, en général, on fait du hedging sur l'obligataire parce que justement, le but n'est pas de prendre la vol de la devise. Non, tout à fait. Ok. Mais je schématise, il y a parfois des exceptions, mais en tout cas, la philosophie derrière, elle est comme ça. Et vous avez aussi je dirais, dans le choix des ETF, vous recherchez des ETF qui sont ESG, enfin qui respectent un certain nombre de normes éthiques, ou est-ce que vous avez la possibilité de donner accès à ce type d'ETF à vos clients ? Oui, alors je te remercie pour la question parce que c'est ça a été notre fer de lance au début. Alors, je suis ravi de voir que le reste du marché commence à prendre cette inclinaison, mais on a été le premier acteur en France à proposer une allocation ISR clé en main. Et c'était en 2017. Alors, à l'époque, l'offre était quand même assez restreinte. C'était pas facile de créer des portefeuilles à l'époque ISR parce qu'il y avait assez peu d'offres. C'est beaucoup moins le cas en 2020, 2021. Ça annonce aussi pas mal en termes de développement. Mais oui, chez nous, on donne pas le choix au client sur son alloc. C'est tout le concept. Tout à fait. Je veux plus d'Europe, je veux plus d'Asie. C'est pas du tout ce qu'on propose. Mais par contre, vouloir mettre une couche éthique à son patrimoine, ça, c'est quelque chose qu'on propose et c'est très demandé. C'est-à-dire qu'on a à peu près 40% de notre clientèle aujourd'hui qui choisit spécifiquement d'investir sous un format ISR, alors que ça n'est pas l'offre par défaut chez nous. D'accord. Et en fait, à tel point qu'on se demande si on ne va pas basculer l'offre par défaut sur l'offre ISR. Et je ne serais pas étonné qu'on bondisse à un taux de 80% ou même plus si on fait ça. Et en termes de perfs, les perfs sont similaires si tu regardes les deux portefeuilles ? Alors, les deux approches. On déteste commenter les performances parce que justement, si on a une casquette efficiente, bien entendu, le jeu final pour un client, c'est de faire la perf. Mais le véritable jeu final pour un client, c'est de réaliser ses projets. Si vous épargnez pour votre retraite, qui est dans 30 ans, la performance d'un indice sur l'année dernière est totalement inconséquent par rapport à l'objectif in fine qui est la retraite et de bien vivre en retraite. Alors, bien entendu, le yardstick, comme on dit, on compare les acteurs en fonction de leur perf, etc. Je pense qu'il ne faut pas du tout regarder ça sur le court terme. Et notamment, si on compare des portefeuilles classiques à de l'ISR, sur une année ou 2 années, vraiment, je ne conseille pas de regarder les perfs. Donc ça, c'est le boilerplate disclaimer dans tous les sens. Mais vraiment parce qu'on n'y croit pas, en fait, sur le court terme. On pense évidemment que nos portefeuilles sont correctement structurés pour le long terme et pour réaliser au long terme la meilleure performance, parce qu'on est à la chasse aux frais, on est à l'optimisation fiscale, on élimine tous les intermédiaires pour le client final, ce qui fait que ça crée de la perf. Parce que ce que je dis toujours, c'est que les frais, c'est de la performance négative avec une probabilité de 100%. Donc déjà, éliminer les frais, ça crée de la perf pour le client final. C'est ça le plus important. Mais pour répondre à ta question, parce qu'elle reste importante, il se trouve que l'année dernière, les performances de l'ISR ont complètement... pardon, j'ai souvent l'anglais qui me vient à l'esprit, mais on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que notre portefeuille standard en ISR. Le portefeuille le plus risqué dans notre palette de risques en ISR a fait plus de 30% l'année dernière. Et cette année s'annonce également un excellent cru pour l'ISR. Encore une fois, d'un point de vue statistique, ça ne veut rien dire. Bien souvent, les gens se disent l'ISR, ça va être moins bon parce que je fais un tri supplémentaire et puis l'ISR, c'est sauver les arbres et les animaux et tout ça, ça ne fait pas d'argent. Alors ça, si je peux me permettre, c'est ne rien comprendre au fonctionnement de l'économie et ce que c'est que le risque.
Et là, j'ai tout simplement envie de citer BlackRock. Et en l'occurrence, au fil du temps, on s'est rendu compte qu'on avait des atomes extrêmement crochus avec BlackRock parce qu'on a la même vision du monde et on a la même vision du risque et on a la même vision de l'avenir. Quand on investit sur le long terme et nous, on considère que la bonne façon d'investir et donc de créer de la perte, c'est par la gestion du risque, il faut réfléchir au risque long terme. Et donc, le risque climatique. Parce que le plus gros risque qui nous pend au nez à tous pour notre retraite, c'est le risque climatique. Et c'est d'ailleurs pour ça que BlackRock a instauré de façon par défaut dans leur gestion de risque le risque climatique. C'est vrai, oui. Et quand on regarde tout ce qui est critères ESG, à mon sens, mais là, ça, c'est juste moi qui parle. Hein. Ça, c'est pas les sciences financières. J'ai pas vraiment de chiffres à l'appui non plus. Mais c'est juste du bon sens, j'ai envie de dire, et ça n'est que mon opinion. Le gloss ou la couche ESG qu'on peut mettre sur un portefeuille, c'est notamment la bonne gouvernance. Et bien, quand on fait des sélections d'entreprises et qu'on fait un tri sur la gouvernance et que notamment on fait ce qu'on appelle du best in class. Le best in class, ça veut dire que je peux considérer que mon portefeuille, il est ISR ou ESG tout en ayant du pétrole dedans, par exemple, mais en disant que je vais prendre les boîtes pétrolières qui sont les meilleures en termes d'éthique et de gouvernance. Et je fais cette sélection pour, en quelque sorte, avoir un effet coercitif sur les moins bons. Et ben, quand on a ce type de filtre, en principe, d'un point de vue statistique, on réduit le risque de fraude, par exemple. Et l'ESG, à mon sens, sur le long terme, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas une surperformance par rapport au marché brut qui ne ferait pas cette sélection. Ok, merci beaucoup. Alors, un élément que je voulais clarifier avec toi, c'est au niveau donc des différentes possibilités. Vous avez notamment l'assurance vie. Vous travaillez avec Generali. Pourquoi avoir logé ces portefeuilles dans de l'assurance vie, et est-ce que vous n'avez que des portefeuilles en assurance vie, et quelle est la volonté d'évolution dans ce sens-là? Alors, c'est une excellente question. C'est un peu une anomalie, j'ai envie de dire, j'aime bien ce terme pour être taquin, du marché français. La grande masse de l'épargne en France, elle n'est pas dans des comptes titres, elle n'est pas dans des PEA, dans des plans d'épargne en action, elle est en assurance vie, et pour des raisons fiscales. Puisque historiquement, hein, la clause bénéficiaire, tous les mécanismes qui entourent les contrats d'assurance vie sont extrêmement avantageux pour le client français par rapport à d'autres options fiscales. Donc ça, c'est la raison principale. Il se trouve que d'un point de vue réglementaire, on verra comment ça évolue, mais en France, en tout cas, toute la réglementation qui entoure le courtage en assurance et le conseil en investissement financier, qui sont les deux statuts réglementaires de NALO, sont moins lourds à porter d'un point de vue compliance et aussi d'un point de vue économique que des agréments bancaires nécessaires pour gérer des comptes titres, par exemple, ou des PEA. Ouais. Il y a un statut qui a été créé en 2010 qui s'appelle l'entreprise d'investissement, qui permet de gérer pour compte de tiers des produits bancaires et pas assurantiels, mais en simple, c'est beaucoup plus lourd. Il faut avoir beaucoup de capital réglementaire en cash sur le bilan de la boîte. Exact. Il faut avoir une équipe de gouvernance dimensionnée avec des gérants d'actifs, des dirigeants, du contrôle de risque, etc. Donc, ce sont des agréments qui sont plus lourds à porter. Ouais. Donc, quand on combine les deux, quand on voit la taille du marché et l'opportunité derrière et les contraintes réglementaires, en fait, c'est pour ça que la quasi-totalité des fintechs en France qui font du wealth management, elles se sont concentrées sur l'assurance vie. Ouais. Voilà. Après, on a un contrat luxembourgeois. On ne le propose pas plus que ça puisqu'il n'est pas du tout digitalisé. D'accord. On a très bon espoir que le régulateur luxembourgeois continue à faciliter la chose et qu'on puisse, avec la même qualité d'offre sur le contrat français, faire la même chose sur le contrat luxembourgeois, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. D'accord. Et puis, bien entendu, cette approche du goal-based, qui est donc, encore une fois, on ne parle pas produit avec le client, on parle de sa vie et on parle de ce qu'il a envie de faire plus tard avec son épargne. Ça, on veut le décliner sur l'ensemble des produits qui existent pour le particulier. Donc, des comptes titres, le PER qui a été créé récemment, les livrets, etc., etc. Chez nous, le client, il viendra parler de sa vie et automatiquement, on fera un panaché sur l'ensemble des possibles, mais de façon transparente pour le client.
Ok. Mais bon, c'est de la tactique, on va dire, de jeunes boîtes qui se développent petit à petit. D'accord, parfait. Donc c'est une première étape, mais il y en aura d'autres, j'imagine. Exactement, ouais. Alors, on parlait des clients de Nalo. Est-ce que tu pourrais nous décrire quel type de clients vous utilisent et finalement, oui, dans quel cadre ça s'inscrit pour eux en termes d'organisation de gestion de leur patrimoine? Ouais. Alors, la vision, c'est vraiment de servir tout le monde. L'automatisation du conseil, la digitalisation des parcours, l'ergonomie, tout le travail comportemental qu'on fait pour optimiser d'ailleurs ces parcours, pour éviter que les gens fassent des bêtises quand ils sont tout seuls. C'est ce qu'on appelle le nudge du prix Nobel d'économie 2017, Richard Thaler. C'est comment aider les gens à aller vers les bons comportements. Tout ça nous permet d'avoir cette vision de dire que tout ce qui était banque privée, tous les services qui étaient réservés à une élite avant, mais en fait, elle sera accessible au commun des mortels, quel que soit son niveau de patrimoine. La définition du Larousse, du patrimoine, c'est juste l'argent que vous possédez, quoi. Donc, si vous avez 100 euros dans un compte bancaire, c'est votre patrimoine. Ouais. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas gérer son patrimoine de la même façon, quelle que soit sa richesse. Ça, c'est pour la vision. Après, d'un point de vue tactique, et en fait, on va dire d'un point de vue mécanique en France, en fonction des connaissances, on a une clientèle qui est plutôt très, très haut de gamme, ou j'exagère peut-être sur le deuxième trait, mais on a une clientèle qui est haut de gamme parce que ce sont des personnes qui sont plus avisées que la moyenne, qui comprennent ce qu'on fait, qui sont capables du coup de tout de suite mettre en comparaison notre service avec leur banque privée existante. Et on a beaucoup de clients qui fuient justement la banque privée parce qu'ils sont frustrés du service. Ils ne comprennent pas pourquoi ils payent autant un service qui est de plus en plus dégradé. Et je ne jette pas la pierre aux banques, qui est de plus en plus compliqué par les contraintes réglementaires qui s'empilent, DDA, PRIPS, MiFID 2, etc. et j'en passe. Le métier de banquier est hyper compliqué aujourd'hui. C'est vrai, on est noyé dans une paperasse infernale. On est sur des logiques de rustine depuis des décennies réglementaires et de systèmes d'information. Donc les banques, en fait, elles ont des budgets de maintenance et de mise à niveau absolument colossaux. Et c'est très, très difficile en réalité pour une banque de se concentrer sur le client aujourd'hui. Elle est plutôt concentrée sur le régulateur et sur son système d'information. Alors qu'une jeune boîte comme nous, on part de zéro. Donc tout ce qu'on crée, c'est déjà à jour. Ouais. Et on peut vraiment se concentrer sur le client. Donc de la clientèle plutôt avec une taille de portefeuille assez importante. Un biais plutôt avisé, plutôt haut de gamme, mais pas que. On a des gens, des curieux qui sont jeunes, qui ont 18-20 ans, qui débutent et qui trouvent que ce qu'on fait est super cool parce que c'est digital. Mais le client moyen chez nous, il a 40 ans. D'accord. C'est plutôt un homme quand même. Mais les plus grosses sommes ne sont pas toujours remises par des hommes, c'est parfois des femmes. Il y a deux typologies. C'est assez marrant de voir qui gère le budget du foyer. C'est pas toujours la même chose. Plutôt du CSP+, des gens avec des métiers de service. Voilà, donc typologie, on va dire CSP+. Pas que des Français, donc des personnes de grandes villes, mais souvent à l'étranger. Un des avantages majeurs d'avoir un service qui est full en ligne, qui est complètement digital, c'est qu'on a des personnes dans les dom-toms, on a des citoyens européens en France ou des Français ailleurs en Europe. En fait, ça augmente de façon assez massive. D'ailleurs, chaque année, notre partenaire Generali a des legal opinions avec de plus en plus de pays étrangers, ce qui permet d'accueillir des citoyennetés étrangères sur nos contrats d'assurance vie français. Oui. Donc, en fait, on a une typologie de clientèle étrangère croissante. Et le ticket d'entrée, c'est combien pour entrer, pour ouvrir son compte ? C'est rien du tout, c'est 1 000 €. D'accord. Honnêtement, faire une allocation d'actifs pertinente, personnalisée, pour moins, c'est quand même compliqué. Mais voilà, des personnes qui ont des projets sérieux d'investir pour leur avenir, 1 000 €, je pense que c'est vraiment pas grand-chose. Après, on a des clients qui nous confient plusieurs millions d'euros. Okay. Voilà, donc le spectre est extrêmement large. Tu peux nous communiquer des chiffres ou c'est confidentiel en termes de... C'est encore un petit peu tôt. De taille moyenne on ne l'a pas fait à date. D'accord. Pour différentes raisons. Parce qu'on était jeunes, parce qu'on avait des très gros clients et on ne voulait pas, on va dire, inquiéter tout de suite des beaux clients par rapport à un développement tout à fait jeune. On a passé cette phase maintenant. Ok. Et on a décidé de radicalement changer de stratégie, mais à partir de l'année prochaine, quand on fera une conférence de presse avec nos chiffres annuels,
Alors, on va faire open kimono et à partir de cette date-là, je serais ravi de revenir en parler. On va faire une grande expérimentation pédagogique et on va commencer à creuser en détail ce qu'on fait et faire un behind the scenes de comment ça marche chez Nalo, pourquoi ça n'a rien à voir avec une banque, pourquoi on est complètement révolutionnaire par rapport à un acteur classique. Et on va essayer de donner énormément de chiffres sur ce qu'on fait justement pour contribuer à l'éducation de nos clients, mais du marché en général. Merci Guillaume. Alors on approche tout doucement de la clôture de cet épisode. J'aimerais quand même que tu nous parles de la société elle-même. J'ai vu que vous avez fait une levée en 2018 auprès de Business Angel. Est-ce que tu pourrais quand même nous dresser un portrait en quelques minutes de la société, qui la compose? J'ai vu que vous aviez également des gérants privés, donc des personnes, j'imagine, qui sont disponibles pour répondre aux questions des clients. Nous donner un petit aperçu de la boîte en elle-même. Alors ça, je pense que c'est ma plus grande fierté, c'est l'équipe. Oui, évidemment, on est très heureux de nos chiffres, etc. Et quand je dis équipe, j'inclus nos actionnaires, figure-toi, puisque je pense qu'on est aussi un ovni dans la façon dont on a fait évoluer cette boîte. On a beaucoup de talent partout, beaucoup de qualité et beaucoup d'empathie. On a cherché à tout prix à rester indépendant des banques, des VC, des fonds d'investissement en tout genre. Nos investisseurs sont que des business angels. Donc, effectivement, on a fait une première levée en 2018 avec 69 business angels qui sont tous des gens du métier. Donc, des banquiers d'affaires, des avocats fiscalistes, des banquiers privés, des gérants d'actifs, des notaires, etc. Donc, des personnes qui sont dans notre industrie du wealth management et qui ont considéré qu'on était le modèle de l'avenir. Et que même si on est en train de le dessiner, on n'a pas tout fini, on est au moins orienté dans le bon sens. Et on a voulu fonctionner comme ça parce que eux nous apportent énormément de conseils et de savoir-faire aussi sur des verticales métiers qu'on n'a pas nécessairement en interne. Voilà, on a aussi des grands patrons de boîtes type CAC 40 qui nous apportent un savoir-faire sur le scaling d'une boîte. On a des anciens entrepreneurs qui ont un succès, qui ont déjà revendu leur boîte pour des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Voilà, donc beaucoup de smart money, comme on dit. Hein. Pas que de l'argent sec, mais aussi du savoir-faire humain. Et au niveau de l'équipe, c'est pareil, puisque je pense que ce qui nous distingue par rapport à d'autres de le marché, pas tous, mais c'est un très, très grand bagage de savoir-faire. Donc, des personnes qui ont en moyenne 10 ans de métier sur leur verticale, que ce soit du marketing, justement du banquier privé. Notre COO est un ancien de l'inspection générale de la Société Générale. Moi-même, j'ai 10 ans de salle de marché sur la fabrication de produits. Donc, pareil au niveau quant et pareil au niveau dev, de façon assez rigolote. L'aspect financier chez nous, il est pas minime, mais il est très réduit. C'est-à-dire c'est beaucoup de design, beaucoup de UX, beaucoup de développement informatique et beaucoup de marketing et de communication pour l'aspect pédagogique. Okay. Et bien entendu, des banquiers privés qui ont 10 ans de métier sur la gestion de fortune, donc des personnes qui ont 20, 30, 50 millions d'euros à gérer. Et donc, un client lambda chez nous, même s'il a 1000 euros à placer, il peut chatter avec nos conseillers, il peut les appeler au téléphone et il a immédiatement en face un banquier privé qui donc est capable de répondre à toute problématique. D'accord. Vous êtes combien maintenant ? On est 15 dans la boîte. Donc, en réalité, par rapport au volume qu'on gère maintenant, c'est vraiment tout petit. Et un des challenges 2021 va être d'embaucher pour tenir la cadence. Parfait. Et alors, vos prochaines étapes, c'est quoi ? Alors, notre prochaine étape, c'est justement de tenir la cadence. On a envie quand même d'étoffer deux aspects. Les enveloppes fiscales, effectivement, donc être capable de servir une clientèle plus large qui est à la recherche d'alternatives à l'assurance vie, mais aussi de continuer cette mission de rendre le client autonome avec un espace client qui est beaucoup plus fonctionnel. Et on a un nom de code en interne qui s'appelle le BCBM, le bon conseil au bon moment. C'est encore une fois, c'est du nudge, c'est du Richard Thaler, c'est de la finance comportementale. C'est comment réagir à ce que fait le client dans son interface avec nous, dans son espace client, et lui faire ressortir des conseils ou des mises en garde, et pour qu'en fait, il soit autonome en fait sur la gestion quotidienne de son patrimoine. Aujourd'hui, on a, je pense, au regard du feedback de nos prospects, de nos clients, on a un parcours de conseil initial et de souscription
qui est extrêmement robuste, extrêmement fluide, extrêmement simple et très apprécié de nos clients. Mais derrière, on a un espace client qui est encore assez vanille. Alors, je suis heureux de savoir que les gens l'aiment bien, mais vanille, dans quel on peut aller sens? tellement plus loin encore. Oui. Voilà. Donc, la grande mission, c'est de continuer à faire de la tech et du design pour étoffer l'interaction automatisée avec notre conseil. Et ce qui, encore une fois, ça n'empêche pas le fait que chez nous, on considère que l'humain a toute sa place. Automatiser la gestion de patrimoine ne veut pas dire faire disparaître les conseillers. Ça veut simplement dire les rendre disponibles pour faire leur métier, c'est-à-dire être à l'écoute, rassurer les gens, être sur des problématiques patrimoniales complexes avec du notariat, du fiscal, pour des transmissions de patrimoine, par exemple, et pas faire de la paperasse au quotidien où un robot fait beaucoup mieux que l'humain de toute façon. Donc ça, c'est votre offre gestion privée, celle que tu décris. Exactement, ouais. Ok, parfait. Bon, Guillaume, malheureusement, on va devoir se quitter. Je sais que tu as écouté mes épisodes, enfin certains d'entre eux, et que tu sais que j'aime beaucoup lire. Donc, je termine toujours par une recommandation de livre ou de lecture ou de film, pourquoi pas, ceux qui n'aiment pas lire. Alors, on a des lectures assez particulières chez Nalo qui sont parfois un petit peu geek, parfois un petit peu finance et autres. Je pense que dans ce qu'on fait, l'aspect fondamental, et c'est ce qui est d'ailleurs préconisé par les experts du secteur et notamment les prix Nobel, quand on fait du goal-based, quand on s'intéresse aux biais comportementaux qui sont le pire ennemi en fait des bons réflexes, c'est d'abord d'avoir conscience de ces biais cognitifs, de comprendre ce que c'est que l'erreur de jugement qui est humaine avec ces biais cognitifs. Et donc, le livre Nudge dont j'ai parlé de Richard Thaler est une très belle entrée en matière. Une alternative à ce livre, c'est Thinking Fast and Slow de Kahneman. Kahneman qui est un peu le père de l'économie comportementale. Vraiment, j'orienterai les lectures là-dessus. Moi, j'ai une bible personnelle. Alors, je suis désolé, le nom de l'auteur m'échappe, mais tu pourras certainement le mettre en commentaire sur ton post. C'est un bouquin qui s'appelle The Goal, le but. Alors, c'est pas un bouquin sur la finance, c'est un bouquin sur la théorie opérationnelle. C'est un bouquin sur l'excellence opérationnelle. Oui. Et c'est un roman qui est assez amusant à lire. C'est une histoire d'un type qui reprend une usine qui ne fonctionne absolument pas. Y a rien, tous les process sont en bordel absolu. Et on suit ce chef d'entreprise qui reprend cette usine et qui découvre par lui-même en fait la méthode de production Toyota, le Kanban, et comment est-ce qu'on optimise un process pour gagner en productivité. Et c'est un petit peu un fil conducteur chez nous. Et ça fait partie de notre vision, l'automatisation, le conseil, comment s'améliorer, comment ne pas être sujet à ces biais, comment est-ce que on transforme ce métier par l'excellence opérationnelle. Voilà. Donc, c'est un bouquin que je trouve assez amusant. Lui est traduit en français. Et ça fait une bonne lecture pour quelqu'un qui voudrait se gratter un peu la tête. C'est assez léger, mais ça reste un peu geek. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!